Imaginez simplement ceci, le voyage de 90 minutes de Dallas à Houston se transforme en un tourbillon surréaliste alors qu'un train à grande vitesse blanc et élégant traverse le paysage texan à 205 miles par heure. À l'intérieur, les passagers dégustent leur café tout en appréciant l'atmosphère sereine et le trajet d'une douceur soyeuse. Le tant attendu train à grande vitesse Shinkansen a finalement fait son entrée aux États-Unis d'Amérique. Il est grand temps de faire un retour à la dure réalité. Actuellement, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse au Texas n'est qu'une idée en l'air. Il n'y a pas de changement à constater, les champs aux alentours de Dallas restent déserts. Encore aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser que le Shinkansen dominera un jour le monde entier. Alors, quelles ont été les erreurs du Shinkansen japonais lors de son voyage à l'étranger? Pourquoi une technologie réputée pour sa fiabilité, son efficacité et sa ponctualité a-t-elle eu tant de mal à percer sur les marchés étrangers à celui du Japon? Le Shinkansen, le système de train à grande vitesse du Japon, existe depuis 1964 et peut se vanter d'un bilan de sécurité impeccable, aucun décès de passagers en plus de 50 ans. Pour de nombreux experts, c'est le summum des systèmes ferroviaires à grande vitesse. Porté par cet honneur, le gouvernement japonais s'est fixé un objectif ambitieux pour l'année 2013. Augmenter la valeur des exportations d'infrastructures à 30 billions de yens d'ici 2020, englobant des projets tels que des trains à grande vitesse et des centrales nucléaires. Une perle dans cette stratégie de croissance mondiale devait être le Shinkansen, aussi propre qu'un sous-neuf, fiable comme une horloge suisse et rapide comme l'éclair. Pourquoi diable tous les pays ne se procurent-ils pas un train à grande vitesse s'ils sont si incroyables? L'économie, la politique et quelques virages inattendus sur la voie se rejoignent pour façonner la réponse. Je propose qu'on se lance sans plus attendre. Le train à grande vitesse au Japon ne se limite pas à être un simple train, c'est tout un réseau en mouvement. En réalité, le terme Shinkansen ne se réfère pas seulement au train, mais aussi à l'ensemble de la voie ferrée dédiée, car il désigne une nouvelle ligne principale. Il ne suffit pas de larguer un train à grande vitesse Shinkansen sur des rails déjà existants à l'étranger et de croiser les doigts pour que tout se passe bien. Pour rivaliser avec la performance impeccable du Japon, il est impératif que tout soit construit selon des normes rigoureuses, que ce soit les voies, les tunnels, les signaux ou les procédures d'entretien. Malgré les succès nationaux exceptionnels, la ponctualité impeccable et les bilans de sécurité qui ont découlé de cette stratégie globale, cela s'est transformé en talon d'Achille pour le Japon à l'étranger. Pensez à Taïwan, l'un des rares endroits en dehors du Japon où les trains à grande vitesse Shinkansen sont en service. À ses débuts en 2007, le Taiwan High Speed Rail s'appuyait entièrement sur des trains et des équipements fabriqués au Japon. Tokyo y a vu une validation de la faisabilité de la proposition d'exportation du train à grande vitesse. Le matériel a fonctionné à la perfection, comme prévu. Cependant, le système à Taïwan a également connu des difficultés. Fréquentation et recettes. Au départ, la ligne peinait à remplir ses sièges, malgré sa capacité à transporter les passagers de Taipei à Kaohsiung en moins de 90 minutes. Les bus et les vieux trains étaient les moyens de transport privilégiés par de nombreux Taïwanais. En 2015, l'opérateur commercial a dû faire appel à un sauvetage gouvernemental d'1 milliard de dollars en raison de sa dette écrasante. La fréquentation a augmenté au point où les opérations ont pu être stabilisées après la réorganisation et l'ajout de nouvelles stations. L'affaire concernant Taïwan a été un électrochoc. Peu importe si le plan d'affaires échoue, avoir le meilleur train du monde ne changera rien. C'était un présage indiquant que le marché du monde réel serait difficile même pour les exportations les plus réussies. Il laissait également entrevoir des problèmes plus importants auxquels le Japon pourrait être confronté à l'avenir. Au milieu des années 2010, le gouvernement japonais et les compagnies ferroviaires sont passés en mode vente intensive. Pour promouvoir la technologie en tant qu'exportation d'infrastructures de haute qualité, ils ont eu l'idée d'organiser une tournée mondiale du Shinkansen. Lors de ses missions diplomatiques, le Premier ministre Shinzo Abe s'est transformé en véritable ambassadeur en mettant en avant les trains à grande vitesse. En vantant une ligne à grande vitesse entre Singapour et la Malaisie, Abe a présenté le Shinkansen comme un symbole de coopération bilatérale et a invité le Premier ministre de Singapour à le choisir. Le Japon a adopté une approche claire. Nos trains se distinguent par leur fiabilité et leur sécurité inégalée à travers le monde. L'histoire du Japon était impressionnante, sans aucun doute. Arrivant à la seconde près du planning, émettant des niveaux d'émissions ultra bas, et sans aucune collision tragique en près de 60 ans. Tout a commencé par l'intérêt soudain des pays. L'Inde rêvait d'un train à grande vitesse reliant Ahmedabad à Mumbai. Le Vietnam a longuement réfléchi à l'idée d'une ligne à grande vitesse traversant le pays du nord au sud. La possibilité d'établir une liaison en Shinkansen entre Bangkok et Chiang Mai a été évoquée lors des discussions entre la Thaïlande et le Japon. Les deux nations, la Malaisie et Singapour, ont convenu de bâtir ensemble le lien TGV traversant leurs frontières. Le Royaume-Uni, berceau des chemins de fer, a également montré un vif intérêt pour moderniser son système et a envisagé des alternatives à grande vitesse pour le projet HS2. Enfin, vint le moment tant attendu de la récompense majestueuse.
des États américains ont envisagé la mise en place de nouvelles lignes de train à grande vitesse, notamment la Californie et le Texas. Le Japon continuait d'étendre ses bras. Subventions gouvernementales, prêts à faible taux d'intérêt et partenariats public-privé pour favoriser le progrès. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ranimer l'accord du Shinkansen. L'empire du train à grande vitesse du Japon semblait prêt à s'étendre sur le papier. Les premières impressions, pourtant, sont souvent trompeuses. Les finances constituaient un véritable mur infranchissable. La construction d'un réseau ferroviaire à grande vitesse représente un investissement financier conséquent. Il faudrait débourser des milliards de dollars pour déployer plusieurs centaines de kilomètres de lignes. Le Shinkansen du Japon, en tant que produit haut de gamme, n'est pas vraiment bon marché. Les trains filent sur les rails, ces derniers défiant les secousses sismiques, tandis que les systèmes de signalisation complètent cet ensemble de haute technologie. Une autre particularité de la technologie japonaise, souvent qualifiée de « syndrome Galapagos », réside dans l'insistance du pays à vendre ses produits en ensemble. Avec les trains, c'est toute une écologie qui vous est offerte. Le coût de départ est souvent le facteur déterminant pour de nombreuses nations, en particulier celles en voie de développement. Considérez la Chine comme le nouvel ennemi numéro 1 du Japon. Malgré une ironie certaine, la Chine a réussi à bâtir en un temps record le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, en s'appuyant paradoxalement sur des technologies importées du Japon et de l'Europe, tout en fabriquant ses propres trains exportables au cours de la dernière décennie. Les consortiums chinois proposent souvent un financement avantageux et font de l'ombre au Japon en pratiquant des prix plus bas lorsqu'ils soumissionnent à l'étranger. Penchons-nous sur l'année 2015 en Indonésie comme un exemple. Avec le projet de train à grande vitesse Jakarta-Bandung déjà bien avancé, le Japon avait séduit l'Indonésie depuis un certain temps. Néanmoins, la Chine est intervenue avec une proposition irrésistible pour Jakarta à la dernière minute. Pour minimiser votre risque financier, nous allons bâtir ce projet à Beijing sans solliciter ni recevoir de fonds ou de garanties de la part du gouvernement indonésien. En opposition, le Japon s'est montré inflexible quant à sa première proposition, qui incluait un financement et un soutien gouvernementaux, refusant de céder sur le prix et préférant compter sur sa qualité supérieure pour remporter la victoire. En effet, il n'en fut rien. La Chine a réussi à conclure cet accord, ce qui a pris Tokyo au dépourvu. D'après des informateurs bien renseignés, il semblerait que l'offre du Japon ait été simplement plus onéreuse, mais le facteur décisif a été la capacité de la Chine à égaler les spécifications techniques du Japon tout en réduisant les coûts. Une histoire similaire s'est déroulée au Vietnam, mais dans l'ombre. À Hanoï, l'idée d'un train à grande vitesse était tout simplement époustouflante. Cependant, l'Assemblée nationale s'est opposée, arguant que la facture s'élevait à près de 60 milliards de dollars. En 2010, nous avons mis fin au projet car nous le trouvions trop coûteux pour un pays tel que le Vietnam, dont le revenu par habitant est relativement bas. En attente toujours des fonds de la Banque de développement pour simplement mettre à jour les évaluations de faisabilité, le projet de train à grande vitesse du Vietnam se trouve dans un état d'incertitude. À l'opposé, le Japon a pris l'Inde comme modèle pour montrer jusqu'où il était prêt à aller pour conclure un accord. Après avoir remporté le contrat de construction du train à grande vitesse entre Mumbai et Ahmedabad en 2015, le Japon ne s'est pas contenté de vendre des trains. Une énorme transaction financière se profilait. Environ 81% des 14 milliards de dollars de dépenses sont financés par un prêt en yens japonais à un taux d'intérêt d'environ 0,1% sur 50 ans. C'est pratiquement de l'argent gratuit. Un monument à l'empressement de Tokyo a remporté ce contrat. En réalité, il s'agit du prêt d'aide au développement le plus important jamais accordé par le Japon à un seul pays. L'idée était d'investir dès maintenant pour sceller une collaboration à long terme et créer une success story emblématique. Malgré des financements presque sans intérêt, le projet en Inde a été confronté à des retards, principalement en raison de querelles sur l'acquisition de terrain. Il s'avère que l'argent n'est pas le seul souci en jeu. Et qu'en est-il des États-Unis, cette puissance économique mondiale incontestée ? Le financement public pour le train à grande vitesse aux États-Unis est réputé être aussi rare à dénicher qu'un trèfle à 4 feuilles un jour de pluie. L'aide fédérale s'est montrée capricieuse, et les jeux politiques locaux pourraient couler des projets de trains ambitieux, comme le montre la déroute du projet HSR en Californie. Dans ce paysage, le Japon a opté pour une approche novatrice. Accrocher son chariot aux étoiles de l'entreprise privée. Bienvenue chez Texas Central, une entreprise texane privée qui avait pour projet de construire la liaison Dallas-Houston en utilisant des locomotives japonaises. Le projet texan a fièrement déclaré qu'il n'aurait besoin d'aucune subvention des contribuables, un argument de vente de taille dans un état méfiant à l'égard des dépenses gouvernementales. La compagnie Central Japan Railway, Junior Central, experte du Shinkansen, s'est portée volontaire pour apporter son assistance en tant que conseillère technique et mettre à disposition des décennies d'expertise afin de garantir le succès de la ligne. Le gouvernement japonais, par le biais de sa banque d'investissement en infrastructure, Join, a injecté environ 4,9 milliards de yens, soit environ 40 millions de dollars, en tant que capital pour améliorer les perspectives du projet.
Tokyo ne visait pas seulement à réaliser des profits, mais aussi à planter le drapeau du Shinkansen sur le sol américain, comme une vitrine pour convaincre les autres États. Pendant un moment, l'optimisme était à son apogée. En 2017, Texas Central prévoyait avec assurance de débuter les travaux cette année-là et de commencer le service d'ici 2022. Mais en 2025, la réalité s'est abattue violemment. Les travaux n'ont toujours pas commencé. Le projet est toujours empêtré dans des conflits juridiques concernant les droits de propriété et n'a pas encore réussi à rassembler tout l'argent nécessaire. Le refus de financement public comme slogan, bien que politiquement astucieux, a laissé l'entreprise exposée aux inquiétudes des investisseurs. C'est une illustration éclatante d'une vérité plus vaste. Les projets de train à grande vitesse peinent à quitter la gare sans le soutien ferme du gouvernement ou des financements substantiels. Revenons à cette idée du Shinkansen comme un ensemble complet, parfois surnommé le syndrome Galapagos. Dans le jargon informatique, ce terme désigne un produit tellement optimisé pour les caractéristiques particulières de son marché d'origine qu'il ne s'adapte pas efficacement ailleurs. Les téléphones portables japonais des années 2000 étaient réputés pour leur avance technologique, mais ont échoué à l'étranger pour cette même raison. Le Shinkansen, lui aussi, possède quelques caractéristiques Galapagos. Ce train à grande vitesse est né dans une nation insulaire surpeuplée et sujette aux tremblements de terre, où les trains fonctionnent comme des horloges et des voies spécifiques à grande vitesse ont été développées à partir de zéro. En conséquence, le système présente des critères stricts. Pas de virages prononcés, pas de croisement avec des routes, des portes palières pour la sécurité, des régimes d'entretien rigoureux, etc. C'est l'ingrédient mystérieux qui garantit une sécurité exceptionnelle et une ponctualité sans faille. Cela implique également des travaux de construction massifs en amont et parfois des exigences restrictives. Un haut dirigeant ferroviaire japonais a marqué les esprits en déclarant « On ne peut pas simplement déposer un train à grande vitesse sur une voie ferrée d'un autre pays et s'attendre à ce qu'il fonctionne selon les normes japonaises. » C'est tout à fait juste. Pour de nombreux acheteurs potentiels, la proposition tout ou rien du Shinkansen est devenue un véritable casse-tête. Les pays en développement, quant à eux, ont jeté un coup d'œil au prix et à la complexité et ont eu des sueurs froides. Par exemple, le gouvernement thaïlandais, après avoir signé des accords préliminaires avec le Japon pour la construction d'un train à grande vitesse, a hésité à s'engager pleinement dans le coûteux système Shinkansen. Les autorités ont examiné si un moyen de transport moins onéreux, comme un train à vitesse moyenne ou une innovation moins coûteuse d'un autre pays, pourrait convenir à leurs besoins. En Indonésie, comme nous l'avons constaté, le souhait d'une solution plus économique a poussé à un moment donné même le président à envisager de passer à un train à vitesse moyenne avant que l'accord avec la Chine ne soit conclu. Une autre facette de la nature, Galapagos, du Shinkansen réside dans sa jauge et sa compatibilité. La plupart des lignes de Shinkansen utilisent des voies à l'écartement standard de 1435 mm, distinctes du réseau précédent à voie étroite du Japon, et les trains sont plus larges que les trains européens ordinaires. Alors que la norme de l'écartement standard est largement répandue à l'échelle mondiale, l'intégration d'un système complet de Shinkansen dans un réseau ferroviaire existant peut poser problème. En Europe, il n'est pas rare que les nouvelles lignes à grande vitesse se fondent par endroits dans le réseau existant, telles les lignes à grande vitesse françaises, TGV, qui peuvent ralentir pour poursuivre leur trajet sur des voies ordinaires. La philosophie du Shinkansen rejette le mélange pour des raisons de sécurité, préférant son propre écosystème clos. Cela peut être plus délicat dans les pays cherchant à améliorer progressivement leurs infrastructures ou où des opérations mixtes sont nécessaires. Au début, le Japon adoptait une approche de l'exportation plutôt rigide. Ils ont mis en avant l'ensemble complet, mettant l'accent sur la perfection de chaque élément, des pistes au manuel de formation, pour garantir une sécurité maximale. Cependant, cet absolutisme s'est heurté à des questions pratiques de la part des acheteurs. Est-il absolument nécessaire que tout soit réalisé à la manière japonaise ? Sommes-nous libres de personnaliser tout ce que nous voulons ? Fréquemment, Tokyo laissait entendre qu'elle préférait que vous preniez tout tel quel. Cela a creusé un fossé entre ce que le Japon proposait et ce que certains clients ressentaient comme nécessaire ou abordable. Un exemple frappant était le projet de TGV Singapour-Malaisie. La présentation du Japon mettait fortement l'accent sur l'impeccable bilan du Shinkansen, un système ferroviaire si sûr que vous pourriez régler votre montre dessus. Cependant, en coulisses, les responsables malaisiens auraient apparemment pris leurs calculs en main et se seraient demandé, une technologie moins coûteuse pourrait-elle offrir 80% des avantages pour, disons, 50% du coût ? Finalement, la Malaisie a mis le projet en attente pour finalement l'annuler plus tard en raison d'un changement de gouvernement et de préoccupations concernant les coûts, privant ainsi le Japon de la possibilité de savoir si son offre aurait été retenue. La simple disparition de ce projet de grande envergure témoigne des difficultés politiques et financières auxquelles peuvent être confrontées de telles transactions. En résumé, la ferme volonté du Japon d'imposer le système complet du Shinkansen, train, voies et propriétés exclusives, a rendu leur proposition moins adaptable. Tout devait être luxueux ou rien du tout, ce qui, dans de nombreux cas,
se soldait par un échec lorsque les budgets ou la volonté politique ne pouvaient pas être à la hauteur de la vision. Un autre élément majeur en jeu, qui détient les rênes de la technologie et du savoir-faire. Les pays investissant dans le train à grande vitesse ne cherchent pas simplement à recevoir un simple ensemble de trains. Ils souhaitent impliquer l'industrie locale, créer des emplois et transférer des compétences. Et c'est ici que le Japon se retrouva face à un dilemme délicat. Par le passé, le Japon a toujours été avare de ses trésors les plus précieux. Le Shinkansen était une fierté nationale et un atout concurrentiel. Les entreprises japonaises privilégiaient l'exportation de composants et de savoir-faire tout en gardant la recherche et le développement ainsi que la fabrication principale chez elles ou sous leur contrôle direct. Parfois, les propositions du Japon étaient perçues comme moins généreuses en ce qui concerne la production locale ou le transfert de technologie par rapport à celle de ses concurrents. Cette problématique s'est brusquement cristallisée avec la Chine. Au cœur des années 2000, pendant que la Chine déployait son réseau à grande vitesse, elle a en réalité importé la technologie du Shinkansen sous licence. Kawasaki Heavy Industries et d'autres entreprises japonaises ont cédé à la Chine plusieurs rames de trains inspirées des modèles 700 et E2 Shinkansen du Japon, en plus de fournir les plans techniques. D'autres accords similaires ont été conclus avec les entreprises allemandes Siemens et françaises Alstom pour d'autres modèles de trains. L'idée, ou l'espoir, du Japon était que la Chine continuerait à acquérir davantage de trains ou du moins à verser des redevances pendant qu'elle développait son réseau ferroviaire. Ce n'est pas ainsi que les événements se sont déroulés. Au lieu de simplement assimiler la technologie, la Chine l'a intégrée, l'a fusionnée, puis a innové par-dessus pour créer ses propres trains à grande vitesse indigènes, baptisés CRH et désormais Fuxing. En l'espace de quelques années, les ingénieurs chinois ont affiné les conceptions pour des vitesses plus élevées et des conditions de fonctionnement différentes. À l'instar de la conception de trains capables de supporter des températures extrêmement élevées ou basses, ou adaptables à différentes largeurs de voies. Vers 2010, la Chine a quasiment mis un terme à l'importation de rames de trains étrangères. Tous étaient en train de construire localement, et les élèves avaient peut-être même surpassé les enseignants. Le Japon a tiré de cette expérience une leçon sur les dangers du transfert de technologie. L'allié d'aujourd'hui pourrait bien devenir le rival de demain, équipé de votre technologie. Lorsqu'il s'agissait de conclure de nouveaux accords d'exportation dans des régions telles que l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, les négociateurs japonais se montraient un peu plus prudents. Ils cherchaient à éviter de se retrouver une nouvelle fois dans une situation où ils braderaient la boutique. L'offre du Japon à l'Inde, par exemple, comportait un financement généreux, mais les éléments essentiels, tels que le matériel roulant, les systèmes de signalisation, etc., proviendraient du Japon. L'Inde bénéficierait d'une formation et d'un assemblage local de certaines pièces, tandis que le Japon visait à préserver le contrôle de la qualité et à protéger sa propriété intellectuelle. L'Inde, de son côté, a tenu à inclure autant de contenu fabriqué en Inde que possible, une négociation toujours en cours alors que le projet se déploie. Pendant ce temps, la Chine optait pour une approche totalement différente dans ses efforts internationaux. Il était fréquent de convenir d'implanter des usines dans le pays acheteur, de former des ingénieurs locaux, et en somme de transmettre une grande quantité de savoir-faire. La stratégie chinoise se focalise sur la conclusion du contrat et l'exercice de l'influence, quitte à sacrifier une partie de la protection de la propriété intellectuelle à court terme. Par exemple, dans le cadre de divers projets ferroviaires en Afrique, même s'ils ne concernent pas le train à grande vitesse, la Chine a mis en place des usines d'assemblage et a largement impliqué la main-d'œuvre locale. Dans le projet de TGV en Indonésie, les entreprises chinoises se sont engagées dans une structure de coentreprise avec des entreprises d'État indonésiennes, laissant entrevoir un possible transfert de connaissances. La prudence accrue du Japon pouvait parfois rendre leurs offres moins attrayantes pour les pays nécessitant un transfert de technologie dans le cadre de la transaction. Trouver l'équilibre est une véritable danse. Comment pouvez-vous garantir l'intégrité d'un système propriétaire et de votre future entreprise, tout en répondant simultanément à l'envie d'un pays de développer ses propres capacités ? Il n'existe pas de solution toute faite. Cependant, il est clair que la réticence du Japon à localiser entièrement la production dans certaines situations a constitué un frein à son essor à l'exportation. La comparaison avec l'expérience du Royaume-Uni est des plus captivantes. Lorsque la Grande-Bretagne a eu besoin de trains pour sa nouvelle ligne de train à grande vitesse, HS1, reliant le tunnel sous la Manche, au milieu des années 2000, Hitachi a répondu présent avec ses trains électriques modernes. Pour convaincre les sceptiques, Hitachi a non seulement fourni d'excellents trains, comme le Classe 395 Javelin, mais a également investi au Royaume-Uni en créant une installation de matériel roulant en Angleterre pour répondre à de futures commandes. Les responsables des chemins de fer britanniques étaient d'abord méfiants envers une entreprise japonaise renommée davantage pour ses téléviseurs et réfrigérateurs que pour ses trains. Après avoir prouvé sa fiabilité et même proposé des essais gratuits de ses systèmes de contrôle des trains sur les voies ferrées britanniques, Hitachi a gagné en crédibilité. Ils ont remporté le contrat, respecté les délais, une révélation dans un Royaume-Uni habitué au retard, et ont fini par être acclamés comme les premiers trains, livrés à l'heure, dans la mémoire du Royaume-Uni.
Aujourd'hui, l'usine britannique de Hitachi emploie des centaines de personnes, et une coentreprise entre Hitachi et Alstom s'apprête à fabriquer la prochaine génération de trains HS2 pour la Grande-Bretagne. Cela démontre que le Japon a la capacité de s'approprier et de transmettre son savoir-faire lorsqu'il le souhaite, et en effet, cette démarche s'est avérée essentielle pour prospérer sur le marché britannique. L'exemple du Royaume-Uni est assez singulier, un pays riche sans producteur local de trains à grande vitesse à l'époque, mais cela souligne une leçon. Pour vendre des trains, il est parfois nécessaire d'offrir non seulement les véhicules, mais aussi de planter des racines localement en partageant son expertise. Le Japon a finalement assimilé cette poussée mondiale. Des entreprises telles que Hitachi et Kawasaki ont commencé à collaborer avec des entreprises locales, à ouvrir des usines à l'étranger ou à acquérir des fabricants de trains étrangers, comme l'achat par Hitachi de l'italien Ansaldo Breda, par exemple. Ces mesures visaient en partie à se débarrasser de la peau des Galapagos et à être reconnus comme un acteur plus global et intégré. Néanmoins, ces tentatives sont arrivées un peu tard pour influencer le résultat dans certaines offres importantes que le Japon avait déjà perdues. Il est difficile d'examiner les exportations ferroviaires en baisse du Japon sans mettre en lumière la concurrence, principalement la Chine, mais aussi les fabricants européens. Au XXIe siècle, le marché mondial du train à grande vitesse s'est transformé en une véritable bataille rangée entre quelques concurrents de poids. Pendant longtemps, le paysage était dominé par le Canada avec Bombardier, la France avec Alstom, et l'Allemagne avec Siemens, en compagnie du Japon. Cependant, dans les années 2010, la CRRC de la Chine avait bondi pour devenir le trublion de la pièce, se vantant du plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse domestique au monde comme terrain d'essai et cherchant à conquérir les marchés mondiaux. La Chine, usant fréquemment de son poids géopolitique et de sa puissance financière à travers l'initiative Belt and Road, n'hésite pas à promouvoir des projets ferroviaires. Il ne s'agit pas seulement de vendre des trains, mais de créer des voyages inoubliables sur des rails. Il s'agit de cultiver son pouvoir d'influence. Les projets dirigés par la Chine étaient accompagnés de prêts attrayants, souvent via des banques d'État ou des entités émergentes comme la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, et des transactions d'infrastructures regroupées. Par exemple, dans certaines nations, une ligne de chemin de fer pourrait être associée à des accords de développement des ressources ou d'autres projets de construction, transformant ainsi l'offre en une composante d'un ensemble plus vaste qui facilite les relations diplomatiques. Le Japon, à son honneur, a reconnu cette réalité en évolution. Sa réponse fut de créer le concept d'infrastructure de qualité, mettant ainsi en avant le fait que, même si le Japon n'est pas le moins cher, il offre une qualité supérieure et une valeur sur le long terme, de la sécurité à la durabilité. L'aide et les prêts japonais ont été ajustés pour mettre en avant ces caractéristiques, créant ainsi implicitement un contraste avec ce que proposent les Chinois. Des représentants de Tokyo ont discrètement mis en garde contre le risque que certains projets rapides et bon marché cachent des frais supplémentaires ou, pire encore, une fiabilité douteuse. Dans la région de l'Asie du Sud-Est, les diplomates japonais mettraient en avant les systèmes dérivés du Shinkansen, tels que celui de Taïwan, pour leur sécurité impeccable, tout en rappelant aux décideurs le tristement célèbre accident de train de Wenzhou en Chine en 2011, qui a soulevé des questions sur la surveillance de la sécurité en Chine. Pourtant, lorsque la pression s'est intensifiée, de nombreux pays ont dû faire face à un calcul politique fondamental. Coût initial. En général, les législateurs et le grand public portent un regard attentif sur l'étiquette de prix avant tout. Comme l'a souligné un observateur, un client pourrait répliquer « Votre Shinkansen est fantastique, mais si je peux économiser quelques milliards de dollars, je me contenterai d'un train qui est 5 minutes plus lent ou qui pourrait être en panne 1% de plus. » Le compromis entre sécurité, performance et coût penchait généralement en faveur des concurrents du Japon. Même la Corée du Sud est devenue un concurrent sérieux, exportant ses trains dérivés KTX, initialement basés sur l'innovation française, vers des pays comme la Turquie et peut-être en lice pour d'autres destinations. Les Coréens pourraient bien proposer un prix inférieur à celui du Japon tout en offrant un produit solide, même s'il n'atteint pas tout à fait le niveau du Shinkansen. Une fois de plus, dans l'étude de cas sur l'Indonésie, les analystes qui ont évalué la défaite du Japon ont conclu que la supériorité technique ne suffisait pas. Un ingénieur japonais a souligné que, bien que les ingénieurs et la technologie japonais soient largement reconnus à l'étranger, ces derniers pêchent souvent par un manque de techniques marketing agressives. Selon lui, les concurrents venant de Chine ou de Corée étaient plus affamés, prêts à marchander âprement sur les prix, à adapter rapidement les idées, et à conclure des accords avec un instinct de tueur, tandis que le Japon restait relativement formel et laborieux dans son approche. D'une certaine manière, le Japon prenait plaisir aux vertus de son produit, comptant sur celle-ci pour briller, tandis que ses concurrents se concentraient sur les éléments agréables pour le client, prix bas, financement simple, délai de développement rapide, avantages politiques. Le Japon n'a pas été aidé par le fait que plusieurs de ses marchés cibles ont été témoins de bouleversements politiques qui ont complètement stoppé les projets. En Malaisie, en 2018, un nouveau gouvernement a stoppé net le projet de train à grande vitesse entre Kuala Lumpur et Singapour, arguant de son coût exorbitant dans un contexte de restrictions budgétaires.
Le Japon et les autres enchérisseurs ont vu filer rapidement cette merveilleuse opportunité. Aux États-Unis, les vents politiques ont évolué de telle manière que le projet principal de TGV en Californie a perdu le soutien nécessaire à la réalisation de ses ambitions complètes, tandis que les priorités de financement fédéral ont changé. Le train à grande vitesse peut parfois devenir un enjeu politique, et le Japon se retrouve souvent du mauvais côté de ces matchs sans en être responsable. Alors, peut-on dire que le Japon s'est simplement fait damer le pion? Souvent, c'est surtout la puissance soutenue par l'État chinois qui domine. Cependant, on pourrait également soutenir que le marché a évolué. Lorsque le Japon a lancé les trains à grande vitesse dans les années 1960, il était en avance sans égal. À l'orée des années 2000 à 2010, tout le monde se pressait pour participer à la course au rail à grande vitesse, et le Japon n'était qu'un joueur parmi tant d'autres dans ce domaine animé. En 2024, le Shinkansen célébra ses 60 ans, mais ironiquement, à cet âge vénérable, il se retrouva principalement confiné à la maison pendant que les trains des autres pays s'épanouissaient à l'étranger. C'est un renversement de situation spectaculaire que peu auraient pu anticiper il y a des décennies.